Allez, c'est parti. Déjà, je vais commencer par me poser la question qui n'est pas de Paris Senco. Toi, tu n'es pas de Paris Senco. Tu fais partie de quelle startup? Space. D'accord. On fait l'aménagement d'espaces de travail et de gestionnaire. Ok. Sur de réemploi, de l'hôpital safe. Ok. Les chefs, qui fait sur le sourcing. D'accord. C'est pas intéressant de voir ce que je fais. Je pense qu'on peut peut-être avoir un point d'intérêt, effectivement. Et toi non plus, tu fais pas partie de Paris Senco, ouais, tu es de Circular Place. Ok. Nous, on accompagne les entreprises dans la mise en place de solutions sécurité. D'accord. On leur produit leur retour effectueux, on s'accompagne dans Python aussi et d'autres choses. Ok, ça marche. Très bien. Bon, les autres, je vous connais. En ligne, je connais Vincent aussi et je crois qu'il y a une autre personne que je connais pas, mais on pourra. Nils. Ouais. Je pense qu'ils peuvent parler normalement. Ouais, je peux pas faire trop de bruit là où je suis, mais oui, salut. Moi, je suis un des cofondateurs de Patch, c'est la plateforme du télétravail communautaire. Donc, on aide les gens à télétravailler ensemble. D'accord. Ok. Bon, tu me diras si tu vois un lien. Pour l'instant, ça me paraît un petit peu éloigné du sujet qu'on va présenter aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je pense que vous n'avez pas forcément enfin moi non plus, hein, la vision des potentiels de collaboration qu'on peut avoir avec Tetra Pak. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour pouvoir justement mettre un petit peu plus de visibilité là-dessus. Moi, je m'appelle Chloé, je suis responsable marketing chez Tetra Pak sur la partie France Benelux. C'est un groupe qui est assez grand, qui a été créé il y a 70 ans. Aujourd'hui, on est un peu plus de 25 000 salariés, présents dans 160 pays, et on fait un chiffre d'affaires du coup qui tourne autour de 11 milliards d'euros annuellement sur trois postes principaux, enfin trois business principaux. Le premier, c'est le processing, donc c'est toute la transformation alimentaire. Et c'est pour ça qu'on est partenaire de Smart Food aujourd'hui. C'est parce qu'on a des gros challenges sur tout ce qui va toucher les systèmes en fait, alimentaires dans le monde et comment on peut avancer et innover là-dessus. La deuxième partie, c'est la plus connue, c'est le packaging, donc c'est les briques alimentaires. Et aujourd'hui, pour toutes les startups, tous les porteurs de projets qui travaillent dans le recyclage, bah, c'est un enjeu énorme, le recyclage des emballages. Donc on travaille beaucoup là-dessus, on a pas mal de sujets d'innovation à ce sujet-là. Et on a eu notamment des projets avec l'Urban Lab, dont on va parler juste après. Et on a une troisième partie, donc on appelle downstream. C'est en fait c'est toutes les fins de ligne, c'est tout ce qui va être la gestion des paquets une fois qu'ils sont formés, et tout ce qui va être service en fait apporté aux entreprises qui produisent. Principalement sur les emballages, mais aussi sur le processing, puisque vu que c'est de l'industrie, bah, il y a quand même beaucoup besoin de formation et de maintenance. Tetra Pak, c'est un groupe qui vit du coup depuis 70 ans sur la même vision. Il reste assez droit sur ce point, c'est garantir la sécurité et la disponibilité alimentaire partout dans le monde. À la base, l'emballage Tetra Pak, c'était un emballage aseptique qui permettait de contenir du lait et de pouvoir le transposer en fait dans différents endroits, dans différentes conditions. L'acheminer dans des pays qui étaient pas forcément couverts par la chaîne du froid, par exemple, et aussi de pouvoir du coup garder le lait UHT sur une période de 18 mois, alors qu'avant on n'était que sur du lait frais. Du coup, ça a pas mal révolutionné le secteur alimentaire et notamment le secteur de l'emballage. Et on a évolué là-dessus vraiment pour pouvoir en fait développer au maximum cette sécurité alimentaire sur toute la chaîne de production. Aujourd'hui, on a plusieurs objectifs qu'on répartit dans trois pôles en fait qui sont c'est un peu bateau mais c'est food, forcément la nourriture, people and planet, puisque du coup dans la sécurité alimentaire il y a forcément les consommateurs et il y a la responsabilité par rapport à l'environnement qui est un énorme sujet aujourd'hui, et sur pas mal de points en fait sur lesquels on pourrait avancer et innover. On se rend compte qu'on a des lacunes parce que même si aujourd'hui on est sur packaging, processing et services, il y a pas mal de choses en fait qu'on maîtrise pas et sur lesquels on aurait besoin de collaborer. Donc, on a des partenariats d'innovation au niveau global et on en a au niveau local. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, on est partenaire d'incubateurs d'innovation et de start-up au niveau mondial et au niveau local.
la façon dont on fonctionne avec les startups, c'est soit on a un partenariat local parce que du coup, c'est de la mise à échelle rapide. En fait, c'est une solution qui est un peu plug and play, qui est déjà développée, qu'on peut juste adapter et du coup la mettre de façon opérationnelle en local. Soit sur tout ce qui est plutôt innovation alimentaire, ça nécessite de la R&D, des tests industriels. Et du coup, à ce moment-là, quand on a vraiment un sujet d'innovation, on le porte au niveau global. Et on a des centres de R&D qui sont dans le monde entier. On en a un en Suède qui travaille sur tout ce qui va être nouvelles protéines végétales, tout ce qui est boisson végétale aussi. Et on en a après en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient pour essayer de couvrir toutes les zones. Voilà, c'était le slide que je voulais vous montrer. Celle-ci, avec le petit tracteur. En ligne, c'est bon aussi? Et du coup, donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On travaille principalement sur cinq sujets sur lesquels on a besoin d'être accompagné ou en tout cas d'unir nos forces avec des porteurs de projets. Le premier, c'est sur tout ce qui est disponibilité alimentaire, minimisation des déchets. Donc ça va être le fait de pouvoir trouver des nouvelles sources alimentaires, des nouvelles sources de protéines et d'instaurer des circuits d'économie circulaire en fait dans l'usine de transformation. La veille réglementaire et l'adaptation rapide, ça c'est plutôt une offre que nous on propose en fait aux porteurs de projets qu'on accompagne, parce que notamment sur tout ce qui est recyclage, ça évolue super vite. Et là, principalement en France et en Europe, on a quand même des grosses réglementations qui arrivent à échéance 2024-2030. Donc c'est important qu'on soit tous au fait et quand on a des projets, qu'on les travaille en considération de ces lois qui évoluent. Réduction de l'empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur. Donc, nous, on a un gros travail qui est fait au niveau de l'emballage et ça se fait plutôt vraiment en interne de Tetra Pak. Mais après, sur tout le pôle amont, donc transformation alimentaire ou en fin de vie qui va être plutôt sur le recyclage, là, on a vraiment besoin d'aide parce qu'il faut qu'on puisse monter en capacité très rapidement pour pouvoir réduire l'empreinte carbone sur notre chaîne de valeur à nous, mais celle de nos clients aussi et celle de nos fournisseurs. Réduction de consommation d'eau et d'énergie, ça c'est plutôt avec les machines de transformation alimentaire, donc tout ce qui est processing. Mais là c'est pareil, il y a beaucoup de questionnements sur comment on va pouvoir réduire les consommables, surtout en ce moment avec les augmentations tarifaires au niveau de l'énergie. Et après sur la transparence, donc là ça peut être la transparence alimentaire, le sourcing, mais aussi la transparence sur tout ce qui va être justement gestion de fin de vie de nos déchets. Et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou de méconnaissance sur tout ce qui est recyclage. Et du coup, c'est important pour nous de pouvoir faire le plus de lumière possible, on va dire, et d'apporter en fait cette connaissance aux consommateurs pour qu'ils puissent consommer en tout état de cause. On n'est pas parfait, on est quand même une boîte qui produit des emballages qui sont parfois jugés comme étant non recyclables puisqu'ils sont multimatériaux. Je vous rassure, ils le sont. Mais c'est pour ça aussi qu'on collabore beaucoup en fait en local pour pouvoir adapter nos communications et faire la lumière en fait sur nos engagements. Ok. Du coup, dans ces 5 pôles là que j'ai mentionnés, il y a plusieurs projets qui sont aujourd'hui vraiment d'actualité sur l'innovation de Tetra Pak et sur lesquels on va avoir des projets avec des startups ou avec des incubateurs qui peuvent monter très très vite, très très haut chez nous et sur lesquels on va faire beaucoup de communication parce qu'on a vraiment envie de se positionner aussi comme étant innovant sur ces secteurs-là en particulier. Le premier, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle chez nous novel food. Donc, comment on va pouvoir développer des nouveaux systèmes alimentaires sur des bases végétales, sur des bases de fermentation. On a eu un partenariat qui a été signé en début d'année avec une startup qui s'appelle Mycorena, qui fait de la micro-fermentation en fait. Ils partent de bactéries et ils en font des blancs de poulet. Et voilà. Je sais pas si ça donne, mais en tout cas, c'est intéressant. Et c'est assez intéressant pour que le groupe se soit dit, OK, on a vraiment envie de se positionner là-dessus. Et du coup, on va vraiment développer une structure, on va les accompagner en centre de test et on va partir sur un partenariat exclusif là-dessus. Et après, on a tout ce qui est protéines 2.0. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est toutes les sources de protéines qu'on n'ambitionnait pas il y a quelques années. C'est les insectes, les algues, c'est aussi tout ce qui va être coproduit, pardon.
Donc, comment on va trouver en fait de la protéine dans des aliments qui sont déjà utilisés pour faire d'autres produits. Par exemple, là, alors, je ne sais pas si je peux bouger ça. Ouais. Je peux le réduire. Dans tout ce qui est protéines 2.0 et qui va aussi avec un autre objectif qu'on a qui est de faire de l'économie circulaire et sur la partie processing et sur la partie packaging, on a commencé à identifier des projets, notamment avec des brasseurs. Aujourd'hui, en fait, les brasseurs utilisent les céréales pour faire la bière et ce qu'on appelle la drèche, donc la première partie là, qui reste. En fait, c'est un résidu humide, mi-fibreux, mi-humide, et on ne sait pas trop bien comment le traiter. La plupart du temps, c'est asséché, donc ça consomme énormément pour pouvoir assécher la drèche et en refaire une farine. Et nous, ce qu'on essaye de voir, c'est comment on peut réutiliser cette drèche-là, soit pour en retirer les protéines qui restent, soit pour la transformer de façon humide dans un autre produit consommable, comme par exemple ici des boissons végétales. Donc ça fait partie d'innovations qui vont vraiment toucher chez Tetra Pak tous les corps de métier, puisqu'il y a de la R&D, du processing, du packaging et aussi tout ce qui va être du coup marketing de l'offre, en fait, comment on va pouvoir positionner nos offres sur des nouveaux circuits et aider nos clients à le faire, à apporter de la valeur à ces nouveaux produits. Je sais que c'est pas trop vos cœurs de métier pour l'instant, on va y venir, mais en l'occurrence, je vous présente tout ça parce qu'en fait, parfois, on a des projets qui commencent à un endroit et en fait, qui vont couvrir toute la chaîne et on s'en rend compte au fur et à mesure. Et là, cette start-up qui est en fait basée aux États-Unis, ça a commencé par l'emballage et en fait, après, la réflexion est venue au niveau du processing. Mais l'inverse est vrai aussi. Et du coup, quand on parle d'économie circulaire, on essaie vraiment de regarder tous les points à tous les endroits possibles sur lesquels on peut réutiliser l'existant. Pareil sur les économies d'énergie, réduction de l'empreinte carbone. Alors là, je vais vous parler d'un truc qui est hyper loin de vos secteurs d'activité, mais ça peut quand même toujours être intéressant de le projeter autrement. Nous, notre cœur de métier principal, c'est le lait. C'est la façon dont on transforme et dont on emballe le lait. Et du coup, historiquement, il y a plusieurs étapes qui étaient à chaque fois divisées. En fait, il y avait la collecte du lait, le fait de le mettre dans des tanks aseptiques, de les traiter, de les stériliser et après de les envoyer en machine d'emballage. Et en fait, on s'était rendu compte qu'avec toutes ces machines séparées, on consommait énormément d'eau, d'électricité et d'empreinte carbone. Et du coup, à un moment donné, de façon assez bête, ils se sont dit, si on les unissait tout ensemble, en fait, et qu'on faisait un seul système qui passe du coup de bout en bout, qu'est-ce que ça donnerait? Et en l'occurrence, ça a donné des performances assez significatives sur la réduction de ces consommables et de cette empreinte carbone. Et du coup, ça fait partie aussi des travaux qu'on fait aujourd'hui de manière générale sur tous nos corps de métier. C'est ce qu'on appelle en l'occurrence, là, c'est un peu éloigné, mais on va essayer de faire des analyses de cycle de vie et de prendre en fait de l'étape 1 à la dernière étape tous les points sur lesquels on peut réduire nos consommations d'énergie ou d'empreinte carbone. Du coup, ça, typiquement, si demain, vous voulez faire du processing ou de la food, c'est intéressant pour vous parce qu'aujourd'hui, on va regarder comment réduire l'empreinte carbone, mais la consommation d'eau, ça devient hyper important. Et le rendement énergétique, c'est assez nouveau, mais en ce moment, c'est ce qui nous challenge le plus. J'en viens à un point qui va peut-être un peu plus vous intéresser, c'est la partie recyclage. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui pour nos résidus non alimentaires, donc les briques. Ça varie un petit peu en fonction des pays. On n'a pas des systèmes de recyclage qui sont efficients dans tous les pays dans lesquels on est présent, mais on y travaille. Et du coup, dans les pays dans lesquels c'est pas efficient, on a beaucoup de projets justement de collaboration pour pouvoir avancer à ce niveau-là. Aujourd'hui, les briques en France, elles sont collectées, elles sont triées. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après, il y a une chaîne aussi spécifique de recyclage qui existe depuis un certain nombre d'années et qui fonctionne, mais qui manque un petit peu de capacité. On n'a pas assez finalement de recycleurs et de papetiers pour traiter les briques. Parce que la première étape qu'on va avoir, c'est qu'en fait, la brique va être envoyée chez des papetiers et ils vont séparer la partie carton de la partie plastique et aluminium. La partie carton est revalorisée pour faire des emballages papier fibre. Donc, ça peut être tout ce qui va être des emballages carton
type pour les colis ou ce genre de choses. Ça peut être des papiers d'hygiène, du papier d'écriture, des boîtes d'œufs, enfin plein de choses. Et ça, il y a beaucoup de débouchés, donc il y a beaucoup de valorisation. Et après, ce qui reste, du coup, c'est ce qu'on va appeler le polyal, c'est le mélange plastique et aluminium. Et là-dessus, c'est là où on a besoin de travailler et d'avoir de la collaboration parce qu'en fait, aujourd'hui, ce matériau, il est moins valorisé que du plastique vierge ou du plastique RPET ou HDPE. Et étant donné qu'il est mixé avec de l'aluminium, il y a plein de gens qui ne comprennent pas forcément l'utilisation qu'on peut en faire. Historiquement, on a eu des utilisations qui étaient très industrielles. Donc, on faisait des palettes de transport, on faisait des bancs dans des communautés. On a fait tous les sièges de... J'ai oublié le nom de l'endroit, mais du coup, ah mince, je l'oublie tout le temps. Bref, d'un endroit, des sièges de stade, quoi, où tu... Je vais retrouver le nom du truc, mais bon, bref, des milliers de sièges de stade qui sont faits en polyal. Donc ça nous a envoyé direct pas mal de volume. Mais si ça reste des événements ponctuels, en fait, les recycleurs vont pas investir dans les capacités industrielles pour traiter cette matière parce qu'ils vont se dire, en fait, qu'est-ce que j'en fais une fois qu'elle est finalisée. Du coup, nous, on a un gros enjeu à l'heure actuelle sur cette partie valorisation du polyal pour pouvoir faire des objets à valeur ajoutée ou à volume qui vont intéresser assez les recycleurs pour pouvoir investir dans les capacités. Et c'est là où on a vraiment des projets d'intérêt avec vous, en l'occurrence. Et c'est ce qu'on a eu l'année passée. On est partenaire de Paris & Co depuis 2017. Donc, on a eu parfois des projets plutôt sur la food, parfois des projets plutôt sur l'économie circulaire. L'année dernière, on s'est dit, les deux sont d'intérêt, donc soyons partenaires avec les deux. Donc, Smart Food pour tout ce qui était innovation dans la transformation, mais aussi dans l'emballage alimentaire, et Urban Lab pour tout ce qui était collecte, recyclage et économie circulaire. Et du coup, on a fait deux projets avec des startups qui étaient incubées à l'Urban Lab. La première, c'est Trizy, c'est un chatbot du coup sur le recyclage et le zéro déchet. Ils travaillent principalement avec des collectivités locales. Et nous, on était le premier projet qu'ils avaient avec une entreprise. Et on a eu un deuxième projet avec une startup qui s'appelle Biome, qui fait des produits d'hygiène, notamment des balais brosses, et du coup, qui cherchait à faire des produits avec des matières recyclées. Et la dernière fois qu'on avait fait un reverse pitch comme ça, on avait présenté le projet du polyal, et ils sont revenus vers nous en nous disant, bah, nous, c'est une matière qui peut nous intéresser pour faire nos brosses, donc discutons-en. Comment ça s'est passé vraiment dans le détail? Ces deux projets qui sont relativement différents parce qu'il y en a un qui était digital et qui était vraiment sur la partie éducation consommateur et du coup vulgarisation, on va dire, du recyclage vu par Tetra Pak. Et le deuxième, c'était plutôt vraiment de l'industrialisation de la production de produits et du coup, ça nécessitait d'inclure d'autres personnes. Trizy, on a tout fait en local, donc on a contacté, on les a rencontrés dans un speed meeting pour le coup. On s'est dit tout de suite qu'il pouvait y avoir un intérêt puisqu'ils parlaient du recyclage, nous on voulait parler du recyclage. Du coup, on s'est dit ok, développons une plateforme ensemble, on prend votre base, on met notre contenu et on essaye de le diffuser sur nos briques. Du coup, nous, ça faisait double enjeu, on va dire, checker au niveau de Tetra Pak. Un, c'était de déployer des solutions d'emballage connecté et de deux, c'était de communiquer plus largement sur le recyclage. Le temps qu'on se mette d'accord sur comment on allait faire les choses, on a eu 6 mois de discussion et après on s'est mis sur 6 mois de gestion de projet vraiment où on a délivré, on a fait le contrat, les objectifs, l'accord de confidentialité. On a développé toute la structure et après on l'a lancé sur un proof of concept qui dure 12 mois, donc qui va prendre fin là au 31 décembre. Et on a testé la solution sur des briques de lait qui étaient en vente en magasin à partir de cet été. Donc là, on est en phase de monitoring. Sur les 20 millions de briques qu'on a lancées avec eux, on va regarder justement combien ont été scannés, quelles sont les informations qualitatives qu'on peut obtenir. Et l'objectif, c'est de comprendre à travers cette plateforme où en sont les consommateurs, notamment de lait, sur le recyclage. Et comment nous, en fait, on peut adapter nos communications ou comment on peut dire à nos clients laitiers d'améliorer leur communication sur le recyclage. Ça, c'est un projet qui
pas mal plu en interne. Du coup, on a eu des appels de l'Italie, de l'Allemagne qui nous disaient mais comment on peut répliquer la solution. En l'occurrence, ça s'est pas fait parce que en parallèle, il y a eu beaucoup de changements sur 2022 et on a pas mal de problématiques budgétaires au niveau de nos clients ou même en interne qui font qu'on peut pas forcément répliquer la solution. Mais c'est un très bel exemple qu'on cite souvent parce qu'on a commencé sur une discussion qui a duré 5 minutes et au final, régulièrement, on les recontacte en leur disant bah, on peut avoir tel projet avec vous, est-ce que ça vous intéresse? L'autre projet, du coup, c'était celui de Biome. Et alors, peut-être que ça a fait plus de lien, du coup, avec le sujet des mobiliers de bureau. Biome, c'est eux qui sont venus directement donc, nous dire votre matière nous intéresse. Là, c'était un peu plus compliqué à mettre en place parce que nous, Tetra Pak n'est pas propriétaire de ces emballages et encore moins des emballages recyclés ou de la matière recyclée. Donc, ça voulait dire qu'il fallait qu'on aille parler au recycleur pour lui dire la matière que tu as collectée et que tu essayes de valoriser, tu vas la vendre à Biome pour qu'il puisse en faire des produits. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas la capacité, en fait, cette matière-là, de l'imprimer, notamment en 3D. On était obligé de faire des moules. Et des moules industriels pour faire des objets de cette taille et avec ce volume-là, c'était assez compliqué à négocier parce que ça coûte très cher. Du coup, on a vraiment porté le projet là au niveau de Tetra Pak, mais global, en disant OK, on a vraiment envie de faire quelque chose. On a besoin d'avoir des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a besoin de sortir des bancs et des palettes. Du coup, on va essayer de taper un petit peu fort et le balai brosse, ça a fait jaser, donc ça a plutôt pas mal fonctionné. Et ça a ouvert pas mal de portes en fait à d'autres pays pour se dire OK, si eux ils font ça avec du polyal, moi je peux faire d'autres choses. Et en fait, maintenant il y a une espèce de petite bataille dans nos pays de dire quel est le produit le plus, on va dire, original qu'on peut faire avec du polyal. Donc en Équateur, ils ont fait des chaussures par exemple, enfin, des baskets. Nous, on a fait la brosse. Il y a eu d'autres. Enfin, il y a eu plein de projets. D'ailleurs, je me rappelle plus vraiment. Mais ça nous a permis aussi d'avancer très vite sur ce projet de polyal. Aujourd'hui, on est capable de faire de l'impression 3D. Donc ça a pas mal changé aussi parce qu'on fait des objets de déco. On a fait une gamme avec un décorateur pour faire des palissades ou des meubles, des petits bancs, des petites chaises, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on est à un point où en fait, on a besoin de rendre cette matière visible. Donc là, ça va être le cas notamment avec Biome. Ils ont déployé en hôtellerie et ils vont déployer en retail bientôt. Et on a besoin de continuer en fait pour pouvoir dire aux recycleurs, regardez, il y a des gens qui s'intéressent à votre matière, donc allez construire l'usine. En l'occurrence, Recon, le recycleur qui est basé aux Pays-Bas et avec qui on a fait ce projet. Je ne saurais pas vous dire à quel point l'un a influencé l'autre, mais ils vont ouvrir une deuxième ligne de recyclage du polyal cette année. Donc, on va doubler la capacité chez eux, notamment grâce à des projets comme ça. Donc, voilà ce qu'on vient chercher principalement aujourd'hui avec vous. C'est un système alimentaire plus durable et au complet, donc de la partie sourcing jusqu'à la partie recyclage des briques et traitement de la matière recyclée. Il n'y a pas beaucoup de représentants de chez Smart Food aujourd'hui, donc on va peut-être pas trop parler de la première partie. Mais si vous avez des questions sur la partie recyclage et économie circulaire, voilà, j'y réponds avec plaisir si ça vous intéresse. Merci. Merci. Je sais pas si vous voulez mettre la vidéo, ouais. Ouais. Peut-être que c'est en ligne. Oui. En ligne, vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous entend dans la salle. Ça peut être des questions sur ce dont tu as parlé, mais peut-être plus largement sur la collaboration avec un grand groupe. Par exemple, Niels, tu me dis que sur l'économie circulaire, c'est peut-être pas le sujet principal, mais si tu as des questions. Et puis Vincent, tu connais Chloé, mais si besoin, on vous écoute. Et puis sinon, on laissera la parole dans la salle. Moi, du coup, je voulais savoir avec Trizy, tu disais qu'il y avait
euh, un pilote qui avait été monté, les résultats, est-ce que vous pensez que vous allez déployer ou pas? Voilà. Qu'est-ce que ça a donné un peu concrètement sur cette action? J'ai pas compris, Vincent, le début de ta question. Tu parles de Trizy? Vous m'entendez bien là? Ouais. Ouais, c'est mieux. Oui, je voulais savoir avec Trizy, du coup, quels avaient été un peu Ouais. les enseignements et ce que ça allait donner à l'avenir. Trizy, les enseignements, c'est un peu compliqué parce que du coup, on a signé un contrat qui stipulait qu'on était sur un test qui est pas fini. Le test, normalement, prend fin au 31 décembre et on fera vraiment le bilan à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que finalement, par rapport à leur solution, ça avait été relativement simple de l'adapter à nos besoins. Donc, on n'a pas eu besoin de beaucoup se poser la question sur comment on allait faire les choses. Eux, ils nous ont dit, voilà en gros ce qu'on est capable de faire et combien de temps ça prend et combien ça coûte. Nous, on s'est dit, OK, on leur a donné en gros les textes qu'on voulait avoir dans l'application. Ils les ont reformulés un petit peu à leur sauce. L'objectif, c'était vraiment que ce soit pas juste, Tetra Pak qui parle dans l'application de Trizy, mais vraiment Trizy en tant que tel qui utilise les informations. On n'a pas eu de mal à le lancer, à trouver un client qui pouvait être intéressé pour l'avoir en test sur ses emballages. On a eu pas mal de demandes pour en faire d'autres. Mais le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les emballages connectés, c'est pas non plus quelque chose qui est très déployé en France. Et du coup, pour apporter la valeur au client, en fait, pour lui dire, OK, investis dans cette solution et ajoute cet élément à ta brique, qui plus est chez des laitiers où le prix unitaire est capé. En fait, on se heurte à des conditions, économiques. Donc, il y a de l'intérêt, mais tant que c'est pas gratuit, c'est c'est toujours un petit peu compliqué à déployer. Euh, donc voilà, après les résultats du proof of concept, on pourra les diffuser à partir du début de l'année prochaine. Mais nous, on est ravis de la collaboration qu'on a avec eux. Et c'est pour ça qu'on l'a vendu à nos collègues dans les autres pays européens pour leur dire, on a des systèmes qui sont relativement similaires. Si vous voulez tester, on peut déployer. Après, la difficulté qu'on a avec Trizy, c'est qu'en fait, vu qu'ils sont sur un sujet qui varie énormément en fonction de là où on est, à chaque fois qu'on change de projet, il faut réadapter toute la solution. Ok. Donc, nous, ça nous a donné envie, en tout cas, de continuer et potentiellement d'avoir d'autres projets comme ça, ou en tout cas de refaire des projets avec eux. Dans la salle. Ça peut être des questions sur ce dont tu as parlé, mais peut-être plus largement sur la collaboration avec un grand groupe. Par exemple, Niels, je me dis que sur l'économie circulaire, c'est peut-être pas le sujet principal, mais si tu as des questions. Et puis Vincent, tu connais Chloé, mais si besoin, on vous écoute. Et puis sinon, on laissera la parole dans la salle. Moi, du coup, je voulais savoir avec Trizy, tu disais qu'il y avait un pilote qui avait été monté, les résultats, est-ce que vous pensez que vous allez déployer ou pas? Voilà. Qu'est-ce que ça a donné un peu concrètement sur cette action? J'ai pas compris, Vincent, le début de ta question. Tu parles de Trizy? Vous m'entendez bien là? Ouais. Ouais, c'est mieux. Oui, je voulais savoir avec Trizy, du coup, quels avaient été un peu Ouais. les enseignements et ce que ça allait donner à l'avenir. Trizy, les enseignements, c'est un peu compliqué parce que du coup, on a signé un contrat qui stipulait qu'on était sur un test qui est pas fini. Le test, normalement, prend fin au 31 décembre et on fera vraiment le bilan à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que finalement, par rapport à leur solution, ça avait été relativement simple de l'adapter à nos besoins. Donc, on n'a pas eu besoin de beaucoup se poser la question sur comment on allait faire les choses. Eux, ils nous ont dit,
voilà en gros ce qu'on est capable de faire et combien de temps ça prend et combien ça coûte. Nous, on s'est dit OK. On leur a donné en gros les textes qu'on voulait avoir dans l'application. Ils les ont reformulés un petit peu à leur sauce. L'objectif, c'était vraiment que ce soit pas juste Tetra Pak qui parle dans l'application de Trizy, mais vraiment Trizy en tant que tel qui utilise les informations. On n'a pas eu de mal à le lancer, à trouver un client qui pouvait être intéressé pour l'avoir en test sur ces emballages. On a eu pas mal de demandes pour en faire d'autres. Mais le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les emballages connectés, c'est pas non plus quelque chose qui est très déployé en France. Et du coup, pour apporter la valeur au client, en fait, pour lui dire, OK, investis dans cette solution et ajoute cet élément à ta brique, qui plus est chez des laitiers où le prix unitaire est capé. En fait, on se heurte à des conditions, économiques. Donc, il y a de l'intérêt, mais tant que c'est pas gratuit, c'est toujours un petit peu compliqué à déployer. Donc voilà, après les résultats du proof of concept, on pourra les diffuser à partir du début de l'année prochaine. Mais nous, on est ravis de la collaboration qu'on a avec eux. Et c'est pour ça qu'on l'a vendu à nos collègues dans les autres pays européens pour leur dire, on a des systèmes qui sont relativement similaires. Si vous voulez tester, on peut déployer. Après, la difficulté qu'on a avec Trizy, c'est qu'en fait, vu qu'ils sont sur un sujet qui varie énormément en fonction de là où on est, à chaque fois qu'on change de projet, il faut réadapter toute la solution. Ok. Donc, nous, ça nous a donné envie, en tout cas, de continuer et potentiellement d'avoir d'autres projets comme ça, ou en tout cas de refaire des projets avec eux. Ok, merci. Est-ce qu'il reste des questions à lui? S'il ne reste pas de questions, je vous remercie. Voilà, on va se déconnecter puis on va continuer les échanges. On peut peut-être laisser ces deux échanger plus tard. Oui, ils peuvent écouter les questions, ouais. Désolée. J'ai une question sur l'interview. Est-ce qu'il y a une particularité particulière du polyal par rapport à un polymère classique? Ouais. Ok. Oui, alors après, moi, je suis pas technique, hein. Je vais te donner la valeur marketing qu'on offre au polyal. En fait, vu que c'est un mélange avec de l'aluminium, tu as quand même une capacité du coup de résistance par rapport au plastique classique. Parce que en fait, nous, dans nos emballages, on va avoir différents types de plastique, mais c'est principalement du LDPE. Du coup, quand tu le fonds et quand tu t'en refais des paillettes, en fait, c'est un plastique relativement, léger, malléable, mais pas hyper résistant non plus. Donc, en fait, le fait de le mélanger avec l'aluminium, ça permet d'avoir des matériaux qu'on va réutiliser à l'extérieur, notamment, et qui vont durer longtemps. C'est pour ça qu'à la base, on en faisait des meubles ou des palettes industrielles. Parce que c'était résistant, c'était léger, ça coûte pas cher du tout. Ça coûte beaucoup moins cher que tous les autres polymères recyclés. Et on en avait des grandes quantités grâce aux briques. Et tu parles au passé parce que les tests sont finis ou... Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on restait là-dessus, on n'ouvrirait jamais les capacités du polyal, en fait, et que au bout d'un moment, quand tu dis aux recycleurs, vous pouvez faire X millions de volumes de palettes, ils sont là, génial, mais qu'est-ce que je fais de plus? Alors que maintenant, on a des projets où on leur dit, vous pouvez faire du design d'intérieur, vous pouvez faire des objets à valeur ajoutée, vous pouvez même travailler avec vos clients ou avec les nôtres. Et nous aussi, en fait, on le vend à nos clients en leur disant, vous utilisez nos briques pour vos emballages, mais vous pouvez aussi utiliser les résidus des briques pour vos usines. Et ça leur plaît parce qu'ils ont l'impression de rentrer dans une boucle circulaire, même si au final, ça passe par plein d'étapes. Le process de recyclage, il est rodé, Ouais. il est scalable chimiquement aussi. Ouais, tout à fait. En fait, aujourd'hui, en France, en tout cas, ou en France et en Europe de l'Ouest, les briques, elles sont collectées comme les autres emballages. Elles partent en centre de tri et en fonction du centre de tri, ça part chez un recycleur. Donc, on a Essity qui est dans le nord. Ça part toujours chez un papetier d'abord. Okay. Tu as Essity qui est dans le nord et tu as Lucart qui est dans le sud, notamment.
Tu as la totalité des briques qui vont soit d'un côté, soit de l'autre. Et après, en fonction de ça, eux aussi, ils ont des partenaires pour le polyal. En l'occurrence, Lucart, en Italie, par exemple, ils ont les deux. Donc, en fait, ils récupèrent les briques et ils les traitent jusqu'à la fin. Et sinon, Essity, ils envoient le polyal chez Recon. Et en fait, Recon, qui a fait les balais de Biome, là, jusqu'à cette année, ils n'avaient qu'une seule ligne. Donc, c'est scalable, mais ça ne l'est pas encore, justement. Et c'est pour ça qu'on essaye d'y aller, parce qu'au bout d'un moment, ils nous disaient, bah, les capacités sont pleines, en fait. Donc, le reste, on ne peut pas le prendre. Et si les recycleurs de polyal ne peuvent pas le prendre, ça part à l'incinération. Et du coup, ils appellent ça revalorisation énergétique. Donc, ils te disent qu'ils en font quelque chose, mais dans les faits, c'est pas top quand même. Donc, aujourd'hui, on a un tiers du polyal qui est recyclé. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour arriver sur la totalité. Et je fais un aparté législatif, du coup, par rapport à ça. Mais là, il y a une loi en France qui s'appelle la loi AGEC et qui, du coup, franchement, torpille l'industrie. Donc là, par exemple, ils ont dit à partir du 1er janvier, tous les matériaux qui ne sont pas recyclés à plus de 90% doivent changer leur communication. Donc, tu peux plus dire que ton emballage, il est recyclable ou il est 100% recyclable, comme le marketing aimait bien le faire, si c'est pas le cas. Donc, nous, nos emballages, ils passent en majoritairement recyclables. Et faire passer ça à une industrie qui a vécu sur au moins 5-6 ans de 100% recyclable, c'est super compliqué. Et du coup, on est obligé, en fait, d'aller chercher des capacités supplémentaires en polyal pour pouvoir repasser dans la case entièrement recyclable. Parce que pour notre besoin, c'est nécessaire. Et heureusement, on avait anticipé ce genre de problème. Donc, on a commencé à miser avec Recon et à miser sur les projets de polyal depuis quelques années. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'autre option que de monter en échelle sur cette capacité de recyclage. C'est super intéressant, mais on peut en parler après, parce que on peut parler très longtemps de ça, mais moi dès que c'est aussi à vous de sponsoriser un peu la filière en développant l'usage. Et là-dessus, on a plein, enfin, je parle pour Fatspace, on capte plein de besoins de clients professionnels et qui sont pour plein de raisons. Alors, soit ils sont convaincus qu'il faut aller vers des solutions durables, soit ils ont des pénuries de matériaux qui font que, justement, le déchet d'aujourd'hui devient la ressource de demain. Et bah, là, si c'est viable économiquement et du coup, il y a la filière qui est déjà prête, en fait, à être multipliée. En fait, il y a plein de trucs qui peuvent être déjà créés. Ouais. Et si Tetra Pak est prêt à faire aussi des POC, et pourquoi pas, du coup, le tester aussi dans vos locaux sur plein de trucs hyper simples du quotidien, il y a plein de possibilités à faire justement sous la forme de POC et montrer que c'est possible. Et si vous en avez chez vous, et pour moi, c'est fondamental en fait que les gens qui mettent sur le marché des produits montrent chez eux la finalité recyclée du produit aussi. Ouais. Alors, on avait déjà commencé à le faire, mais sur des objets qui n'étaient pas très sexy et pas très déployables. C'était dire que ça, c'est les dispensaires de papier toilette ou de savon dans les toilettes. Mais en même temps, à l'échelle, Ouais, bah, si tu viens chez Tetra Pak, t'inquiète pas, tu vas trouver des solutions en polyal. On a essayé de le faire depuis le début. Là, les brosses, ça a été un projet aussi, hein, d'en avoir partout. Après, du coup, je vais nuancer ma réponse précédente parce qu'en fait, oui, c'est scalable et c'est ce qu'on essaye de faire. Et en même temps, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière, où d'un coup, on a eu plein de projets sur le polyal. Donc, on est allé voir les recycleurs en disant, regardez, c'est charmé, on a plein de trucs. Et ils nous ont dit, bah ouais, mais en fait, nous, on n'a pas les capacités pour le faire. Ouais. Et entre le moment où on leur apporte la valorisation, donc on leur dit, on a X projets qui peuvent valoriser tant de tonnes de polyal, qui font une ligne. Et le moment où eux, ils votent le financement et ils installent la ligne, il peut se passer plusieurs mois ou voire une année complète. Donc, à l'heure actuelle, Tetra Pak continue de pousser énormément les recycleurs pour le faire et de chercher des projets. Par contre, en toute transparence, on cherche les projets et on les met sur le côté en se disant quand la capacité est ouverte, on y va. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer d'envoyer des projets comme ça parce qu'en fait, ils ne vont pas être traités. Donc, si tu veux en parler, ça tombe bien parce qu'on aura le temps de le faire, mais on essaye. Mais en fait, tu es toujours retenu par le fait que c'est une solution industrielle et qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte à ce niveau. Ouais. On pourra en parler. Ouais. Mais je voulais vous ramener, j'ai complètement oublié, mais je voulais vous ramener les brosses aujourd'hui, mais je n'ai pas pensé.
Il y a eu le mangeoire sur la terrasse chez nous. Très bien. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Les bancs publics, il y en a un peu partout. Et c'était ça à la base. Et là, on a un truc avec un designer. Donc, en fait, comment dire, c'est des éléments qui sont imprimés en 3D. Donc, en fait, c'est après, si tu veux décorer ton hôtel ou ton restaurant, ce genre de choses, tu vas faire tes formes. C'est plutôt des panneaux muraux ou des banquettes. Est-ce que ça a été déployé quelque part? Je ne sais pas. Ça a été annoncé, mais est-ce qu'il y a un exemple quelque part? Je n'ai pas l'info. Et quand tu dis ça veut dire que vous avez, enfin, vous allez chercher aussi, c'est où les banques publiques, par exemple? Il y en a en France aussi. Il y en a en France. C'est une boîte qui était basée dans le sud de la France pour moi. Et du coup, ils avaient, enfin, je sais pas, ils ont des bancs dans des parcs. Alors, te dire exactement où sont situés les bancs, mais Qui c'est qui les commande? c'est la collectivité. Ouais. Qui vient? Non, non. En fait, c'est le fournisseur de mobilier urbain, en l'occurrence. Là, c'était un fournisseur qui s'appelle Urbanext et du coup, qui a décidé de miser sur le polyal. Donc, dans son catalogue aux collectivités, il a dit, bah, j'ai des bancs en bois, là, comme celui qui est dans la cour, ou j'ai des bancs en polyal et voilà les vertus du polyal. Et du coup, ils ont acheté les bancs comme ça. Sans que ce soit marqué Tetra Pak, mon lien avec Tetra Pak, Bah, si, il y a quand même un lien parce qu'en fait, du coup, nous, c'est à la base, personne n'était au courant de cette matière-là, en fait, avant qu'on décide de vraiment la marketer. Là, c'est le cas avec Biome aussi, en fait. On a apporté le projet aux recycleurs. Plus on va le faire, plus les gens vont pouvoir aller directement chez les recycleurs en disant, j'ai envie d'utiliser votre matériau. Mais à la base, personne ne connaissait le matériau et sa valeur. Donc, je pense, mais ça fait longtemps qu'on les a, ces bancs, donc je ne saurais pas te dire exactement la genèse du projet, mais je pense que c'est Tetra Pak qui, à un moment donné, a dit aux recycleurs, allez chercher du volume et aller chercher le volume dans les objets du quotidien urbain. Et après, ça s'est déployé sur d'autres. Vendez la matière. Non, nous, on ne la vend pas, c'est le recycleur qui la vend. Nous, on n'a pas d'intérêt financier, on va dire, là-dedans, à part le fait que ça nous permet de mieux valoriser nos briques parce que le principal comment dire, commentaire négatif qu'on reçoit, c'est le fait que les briques ne sont pas jugées comme recyclables parce que dans la tête de la plupart des personnes qui sont au courant quand même de ces sujets de recyclage, ils disent bah, en fait le polyal part à l'incinération, il n'y a que la fibre qui est recyclée. Donc votre emballage n'est pas recyclable. Et c'est vrai dans les faits, puisqu'on n'a qu'un tiers de la matière qui est réutilisée. Mais en fait, c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus. Mais bon, pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel nous, on peut vraiment décider de faire, comment dire, un marketing plus poussé, en fait, parce que ça ne nous appartient pas et ça ne nous ramène rien de palpable. Par contre, on investit dans les capacités de recyclage. Il y a une question de Vincent, je crois. Oui, j'avais des questions. Du coup, moi, c'est plus sur la partie captation des briques. Est-ce que tu parlais des objectifs européens? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez où vous en êtes sur le taux de collecte de recyclage et quels sont vos objectifs? Ça, c'est ma première question. Et sur la deuxième question, vis-à-vis d'actions potentielles sur des actions type un peu consigne, on sait que ça va sûrement revenir. Comment se positionne Tetra Pak? Est-ce que vous avez déjà pensé un peu à cet aspect gratification du geste de tri? Voilà, je voulais savoir un peu où vous en étiez sur ces réflexions. C'est bien, ça me challenge sur mes connaissances, sur mes chiffres. En France, le taux de collecte de la brique aujourd'hui, il est de 57%. Le PET, par comparaison, il est à 61%. Donc, on n'est pas très, très loin. Et en fait, tu vois que finalement, il y a 40% du volume qui est perdu au niveau de la collecte. Donc, en fait, 40% juste est pas jeté dans la bonne poubelle. Donc, c'est pour ça qu'on a des projets comme Trizy, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à capter ces 40% qui manquent. Après, les 3% pour arriver à 57, ça se passe principalement au niveau des centres de tri.
où on perd de la matière et du coup, on arrive à 57%. Au niveau européen, on est à 52 parce qu'il y a des pays qui sont pires que nous, comme l'Italie, l'Espagne. Mais on a des pays aussi qui sont beaucoup plus avancés. En Belgique, le taux de collecte, il est à 90%, plus de 90%. Pays-Bas, c'est le troisième marché sur lequel on opère en local. Ils sont à plus de 60%. Donc, on sait qu'on peut faire mieux et on a forcément des objectifs par rapport à ça, de pouvoir avancer là-dessus. J'ai oublié la deuxième question. Ouais, c'était plutôt les moyens du coup à mettre Ah oui, en œuvre pour y d'accord. arriver, consignes, gratification du geste de tri. Ouais. Du coup, gratification du geste de tri, pour l'instant, on n'en a pas parce qu'en fait, la consommation des briques, c'est principalement finalement à la maison, parce que c'est beaucoup de litres, c'est du lait, c'est du jus, c'est des produits qui sont consommés à l'intérieur. Et du coup, c'est fortement lié aussi au fait d'avoir une poubelle de tri chez soi ou pas. On voit que dans les zones où il y a des points d'apport volontaires, c'est beaucoup plus compliqué de recycler les briques. Ce qu'on essayait de faire, et à un moment donné, on avait commencé à regarder ça, c'était de faire justement cette gratification sur l'emballage directement avec l'emballage connecté. Mais ça ramène au point de Trizy où je disais qu'en fait, aujourd'hui, l'emballage connecté, c'est pas vraiment déployé. Et pour que les consommateurs pensent à scanner la brique de lait avant de la jeter, je pense qu'on est encore un petit peu loin, mais c'est pas pour autant qu'on arrête d'y réfléchir. Sur la consigne, il y a effectivement des réflexions sur la consigne pour recyclage, pas la consigne pour réutilisation, parce qu'on ne peut pas réutiliser les briques. Étant donné que c'est un emballage qui est aseptique, une fois qu'il est ouvert, en fait, il a perdu ses propriétés. Donc, on ne pourra jamais aller avec sa brique de lait dans le magasin remettre du lait dedans. Par contre, il faut qu'on réfléchisse effectivement, surtout dans les endroits où on a des problèmes, comment on va capter les briques pour la collecte. Et du coup, on a déjà réfléchi en fait on a eu des discussions aussi avec des startups sur des poubelles connectées qui venaient scanner l'emballage ou on en avait parlé Vincent hein, sur comment on pouvait justement faire un lien avec une incentive pour que les poubelles, enfin les briques soient mieux collectées. Mais en fait, c'est des sujets sur lesquels on n'a pas toutes les réponses. Donc encore une fois, si de votre côté, si du côté de Chicha, par exemple, ça a évolué, s'il y a des choses auxquelles vous pensez, moi, je suis ravie de pouvoir en discuter parce qu'on n'a pas forcément trouvé la solution pour l'instant. Et que si ça devait se faire à un niveau, comment dire, plus général, au niveau industriel, parce que du coup, Tetra Pak, ça fait partie d'une collectivité industrielle, on va dire, qui s'appelle Alliance Carton Nature. Si ça se passe à ce niveau-là, c'est tout de suite avec des collectivités locales, de la législation, c'est beaucoup plus lourd à mettre en place. Donc, si tu as un truc, on peut s'en reparler. Ok, bah écoute, on y réfléchit toujours, hein. Pas la solution miracle non plus, mais en réflexion. Merci. Ça marche. Il y a plein de responsabilités de recyclage, mais vraiment, il y a des filières REP. Ouais. C'est quand même le producteur qui a la responsabilité du recyclage. Et tu peux être financé aussi. Enfin, normalement, le consommateur paye une partie pour la fin de vie du produit. Ouais. Donc, je veux quand même nuancer tes propos parce que c'est quand même le producteur qui a la responsabilité de la fin de vie du produit. Ouais, mais c'est pas nous le producteur du coup. Ah, ça vaut. Non, c'est nos clients. Ah, ok, je pensais que c'était vous en tant que producteur. Voilà. Non, non, en fait, nous, on vend l'emballage sur bobine. La brique est montée chez nos clients et est remplie à ce moment-là. Okay. Du coup, c'est eux qui produisent l'emballage. Sur la responsabilité de l'emballage. Exactement. Ok, ouais. C'est intéressant parce que du coup, ça complexifie un peu aussi la chaîne. Ouais, et ça complexifie les discussions qu'on a avec eux parce qu'en fait, du coup, le PR change en fonction du matériau et notamment de comment c'est le recyclage est considéré ou valorisé par Citeo. Donc, c'est pas chez nous, mais c'est un challenge. Tu vois, là, par exemple, ça va s'ouvrir sur tout ce qui est food service, qui n'était pas concerné pour l'instant. Comment ça va se passer avec nos clients qui font beaucoup de business en food service, étant donné qu'ils vont devoir avoir cette charge supplémentaire. Mais oui, c'est quelque chose qu'on prend en considération. Ouais, je sais qu'il y en a pénalisé. Ceux qui mettent mon bouteille, si justement ils n'étaient pas ce pourcentage de recyclage, et eux vont avoir intérêt, parce que du coup, comme tu dis, il y a un effet négatif du consommateur en disant
emballage majoritairement, qui va aussi avoir un effet financier derrière, j'imagine. Ouais, pas lié à l'EPR pour l'instant. En fait, là, tu as deux sujets différents. L'EPR, c'est si la filière n'est pas en place, donc par exemple pour les pots de yaourt qui sont en polystyrène et d'autres types de plastique, pour ça, en fait, ils vont être taxés plus fort parce qu'ils vont devoir financer la filière. Et du coup, c'est pour ça que tu as plein d'industriels aujourd'hui que tu vois cités par rapport à des nouvelles facilités de recyclage. Andros par rapport à la poche des pommes potes, par exemple. Parce qu'en fait, eux, ils sont obligés de payer pour créer leur propre filière s'ils veulent garder leurs produits. Nous, notre filière, elle existe déjà. Donc, en fait, nos clients, ils n'ont pas à payer un supplément pour pouvoir mettre la brique sur le marché. Pour atteindre les 90%, 80% dont tu parlais. Non, ça, c'est pas, du coup, pour l'instant, c'est pas lié à l'EPR. C'est un autre sujet qui est par rapport à la communication aux consommateurs, en fait. Et du coup, ils veulent éviter tout ce qui est claim trompeur. Je ne sais pas à quel point majoritairement recyclable, c'est moins trompeur ou plus trompeur que recyclable, mais on verra. Mais en gros, c'est pour éviter toutes ces allégations-là. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des emballages qui te disent 100% recyclable alors que la filière n'existe pas. Ouais. Et qu'en fait, si ça existait, ça existe en République tchèque et que en fait, les trucs doivent voyager pendant je ne sais pas combien de kilomètres. Tu as aussi toute la partie qui va être sur les claims de neutralité carbone ou de claims qui disent bon pour l'environnement. Ça, c'est interdit. Donc, en fait, c'est deux sujets qui arrivent en même temps et en parallèle pour commencer à dire aux industriels, j'entends de l'industrie agroalimentaire, mais aussi à nous, faites bien attention à ce que vous mettez sur le marché. Parce qu'à tout moment, vous ne pouvez plus le faire. Et tu vois, là, en l'occurrence, les emballages qui vont rester majoritairement recyclables ou qui n'auront pas de solution de recyclage d'ici 2030, ils vont devoir sortir du marché. Donc, bon, on n'est pas concerné. Mais ouais, c'est des sujets qui sont vraiment sur lesquels on travaille beaucoup. Donc, si vous avez des projets pour nous aider là-dessus, on prend avec plaisir. Ça te parle pas trop? Non, j'offre des plateformes technologiques d'intermédiation. Donc, j'ai du mal à voir comment ça peut se projeter sur ce que vous faites aujourd'hui et sur vos besoins que vous avez effectivement développés. Je vais continuer d'y réfléchir. Alors après, c'est vrai que c'est un peu plus vaste, mais tu vois, parfois, on est sollicité par des clients, par exemple, pour trouver des... Alors, ça reste par rapport à nos projets, mais trouver des solutions pour les briques usagées qui sont en usine. Comment ils vont gérer toute la logistique pour pouvoir sortir ces briques-là qui ne peuvent pas passer par le circuit comment dire, grand public, en fait. Tu peux pas jeter les déchets industriels dans les poubelles de tri. Donc, comment ils vont pouvoir gérer ce flux-là qui est quand même assez conséquent parce que dès que tu fais tourner ta machine, tu as des pertes le temps qu'elle se mette en route. Ça, c'est des projets sur lesquels on travaille avec nos clients, avec des recycleurs et plein de choses, avec comment dire, des projets logistiques à chaque étape parce qu'en fait, c'est pas un flux pour l'instant qui est maîtrisé. Donc, il faut forcément qu'on ait quelqu'un qui vienne nous aider pour pouvoir faire passer les déchets de l'un à l'autre. Je pense pas que ce soit exactement ton corps de métier, mais on a aussi, en fait, là, j'ai cité certains projets et certains sujets sur lesquels on travaille, mais en fait, il faut vraiment prendre toute la chaîne en considération et tout ce qui touche à cette chaîne-là, entre la vache ou l'arbre fruitier et le banc en polyal, tous les sujets qui passent au milieu peuvent être un sujet d'innovation pour nous, de logistique ou de réflexion, de changement de façon de fonctionner. Donc, si par exemple, tu as aussi, je repense à autre chose, mais on a aussi des clients qui aujourd'hui fournissent nos briques principalement ni dans des systèmes RHF, ni en perso, mais plutôt dans des entreprises, par exemple, sur des sites d'entreprises où il y a une consommation énorme, mais au final, il n'y a pas le système de recyclage en place. Ils ne savent pas comment ressortir les briques une fois qu'elles ont été consommées. Donc ça, c'est pareil, c'est des points de logistique qu'on essaye de cibler et auxquels on essaye de répondre pour pouvoir dire à notre client,
garde ce business et le transforme pas en autre chose parce qu'on va pouvoir apporter une solution pour que tu puisses acheminer toutes tes briques jusqu'au recyclage. Là, tu parles de production, en fait. Non, je parle de, par exemple, aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'avoir de bouteilles plastiques dans les lieux qui accueillent du public. Donc, par exemple, tout ce qui va être, bon, tu as les stades ou les lieux de réception, mais de collectivité, mais tu as aussi des entreprises qui sont à taille assez grande, des campus, par exemple, des universités, ce genre de choses. Donc, eux, ils n'ont pas forcément tout le système qui est en place parce qu'ils avaient des poubelles qui traitaient un flux et maintenant qu'ils doivent changer ce flux, ils peuvent avoir des problématiques de logistique. Comment on fait pour leur dire, vous pouvez nous faire confiance et faire appel à nos solutions parce qu'en fait, on ne réfléchit pas à la façon dont on vous livre les produits, mais on réfléchit aussi à la façon dont on les récupère pour qu'ils soient valorisés au recyclage. Et ça, c'est assez récent et ce n'est pas des choses sur lesquelles tout le monde est prêt, en fait. Donc, ça fait partie des sujets qu'on regarde aussi. Mais par ailleurs, la loi AGEC, elle est contraignante pour les industriels, ça c'est sûr, et pour beaucoup de gens de l'agroalimentaire en général. Mais il y a aussi des opportunités, parce que par exemple, dans les collectivités, ils ont des obligations d'achat de matières recyclées. Tout à fait. Du coup, l'exemple du mobilier urbain, c'est pour donner des idées peut-être. L'exemple du mobilier urbain, il est assez intéressant parce que c'est finalement de la matière, ça peut être un débouché qui répond à des exigences. Ouais. Une contrainte de la loi AGEC, tu finis par répondre à des exigences. Complètement. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on avait vu aussi, effectivement. J'ai vu que, par exemple, alors ça se fait pas en Europe ni en France, mais ils font des dalles de sol, en fait, qui sont avec une couverture, par exemple, comme du lino. Donc, tu as un effet de sol habituel, mais en dessous, c'est une couche de polyal. Et en fait, ça te fait l'épaisseur et comment ça s'appelle Le plombage. C'est pas le plombage parce que c'est très léger. Non, c'est le fait que ça. J'ai pas mes mots. Isolation, merci. L'isolation de la dalle. Donc, en fait, ils coulent la dalle et ils la revêtent avec quelque chose de plus esthétique parce que c'est quand même pas très joli comme matière. Et du coup, en fait, ils s'en servent dans les constructions comme ça. Donc, on cherche pas mal de projets pour pouvoir justement déployer. Mais aujourd'hui, si on a un projet comme ça, c'est pas sûr qu'on puisse le mettre en place tout de suite parce qu'il faut quand même que les filières de recyclage soient prêtes pour pouvoir développer ça. Mais c'est clair que les législations, là, à l'heure actuelle, on les voit pas comme des challenges, on les voit plutôt comme des opportunités ou en tout cas, on se dit comment on va être prêt pour la prochaine et comment on va pouvoir y répondre. Je n'ai pas très bien compris comment est fait le polyal. Est-ce qu'il est simplement compressé ou est-ce que c'est broyé et refondu parce que du coup, la température de fusion de l'aluminium et du plastique, c'est pas la même? Ouais. Enfin, je comprends pas ce que ça devient après comme matière. D'accord. Parce que ça pourrait très bien être réutilisé, tu vois, tel quel, c'est-à-dire, je sais pas, pour faire des planches, j'imagine des rouleaux, et s'en servir comme isolant, je ne sais guère. Ouais, je ne sais guère. C'est une bonne question parce qu'en fait, il y a plusieurs réponses en plus. Aujourd'hui, donc, la brique, elle arrive chez le papetier, elle tombe dans une sorte de gros mixeur d'eau chaude. Et du coup, ça va désolidariser les couches d'aluminium et de plastique de la fibre. La construction de nos emballages, pour l'instant, si je pars de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, c'est plastique, carton, plastique, alu, plastique et parfois encore plastique parce qu'il faut conserver le produit. Il y a beaucoup de plastique, mais en vrai, dans la composition, ça fait 70% de carton, à peu près 20-25% de plastique et le reste d'aluminium. Ce plastique-là, c'est majoritairement du LDPE. Du coup, quand tu vas mettre tout ça dans la tambouille, là, les fibres vont descendre et le reste va remonter. Et du coup, ça te fait un espèce de mélange un peu filasse où tu as effectivement des feuilles de plastique, des feuilles d'aluminium. Ils prennent tout ça, ils en font des balles et après, ils l'envoient dans des circuits. Ça, c'est quand tu fais le polyal. Vraiment,
et il te l'envoie dans un circuit qui va le compresser, qui va le refondre, qui va le recompresser et qui va en faire des petites paillettes à la fin. Donc à la fin, ça ressort, c'est comme c'est comme une petite paillette de plastique recyclé classique. Mais au début, tu as bien tes deux feuilles qui sont séparées. Ce qui permet, du coup, dans certains cas et chez certains recycleurs, en fait, d'avoir un autre système qui va vraiment reprendre les flux séparément. Donc, tu as un premier mixeur qui sépare la fibre et après, tu en as un deuxième qui va séparer. C'est pas un mixeur, d'ailleurs, je crois que c'est un souffleur qui va séparer l'aluminium et le plastique. Du coup, là, tu récupères le LDPE et tu le recycles. L'aluminium, tu peux le recycler aussi. Par contre, aujourd'hui, cet aluminium-là et ce plastique-là, d'ailleurs, ne peuvent pas être réutilisés pour refaire une brique. Parce que c'est pas ce qu'on appelle food grade. En fait, tu as peu de matières recyclées qui peuvent être au contact alimentaire à date. Tu as le PET, et c'est tout. L'aluminium, on commence à... Enfin, ouais. Le plastique à l'intérieur, quand il est réutilisé, par exemple dans les canettes. Dans les canettes, tu as une couche plastique. Ouais. Et d'ailleurs, la dernière fois, on a fait une formation avec, je pense que vous les connaissez, Monsieur et Madame Recyclage. C'est deux techniciens. Vraiment, c'est plus ce que je raconte. Ouais, deux ingénieurs. Merci. Je travaille sur ces sujets de recyclage et du coup, qui analysent tous les matériaux et tous les claims de tous les matériaux, enfin, toutes les grandes organisations. Et il disait, le claim de l'aluminium, c'est de dire qu'ils sont 100% et infiniment recyclables. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Et parce que tu as cette couche de plastique, que la petite l'opercule là, pour ouvrir, c'est pas le même type de métal. Et en plus de ça, l'aluminium, quand il est recyclé, souvent, il n'est pas recyclé dans la canette. Il est recyclé pour faire des parties de voiture, ce genre de choses. Il part dans une autre industrie, en fait. Donc, à date, combien de canettes sont en aluminium recyclé? Je pense pas beaucoup, finalement. On est tous, en fait, tu as peu de matériaux aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle en boucle fermée. Donc, tu as le PET qui peut l'être, d'une bouteille, tu fais une autre bouteille. Mais finalement, tous les autres, généralement, d'un contenant, tu vas renvoyer la matière autre part, comme on fait avec les briques. Et cette contrainte du contact alimentaire sur les matières premières secondaires, elle est quand même franco-française, donc ça existe moins à l'étranger. Je crois que c'est un truc vraiment français de pouvoir utiliser par exemple du PEHD ou je sais pas, mais je pense que quand même c'est un peu compliqué comme sujet. Donc généralement, tu as des normes sanitaires quand même assez drastiques. Est-ce que la France est plus drastique que les autres? Peut-être, mais j'ai pas beaucoup d'exemples dans lesquels tu as de la matière recyclée autre que le PET, parce que en fait, tu as trop de risques finalement. Là, le circuit dont je te parle, ça passe par des choses qui sanitairement sont pas envie, hein, une fois que c'est fini de récupérer le truc. Donc, par contre, c'est pas pour autant qu'on n'y travaille pas, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il va falloir justement rentrer dans cette circularité et pouvoir réutiliser les fibres dans les briques, réutiliser l'aluminium ou le plastique dans les briques. Et par exemple, les bouteilles de lait qui sont en HDPE, aujourd'hui, l'HDPE, il se recycle, mais pareil, pas au contact alimentaire. Donc, tu vas refaire des bidons de lessive, ce genre de choses, des tubes de shampoing. Mais ils ont un vrai challenge de pouvoir réintégrer la matière dans leur circuit. Et c'est pour ça que tu vas avoir de plus en plus de claims qui te disent que c'est de la matière recyclée. Et en fait, c'est de la matière recyclée qui arrive dans un circuit qu'on appelle mass balance. Là, je rentre dans un truc un peu technique. Mais en gros, tu fais venir dans tes systèmes de la matière vierge et de la matière recyclée. Tu mélanges. Et au bout d'un moment, et ça ressort de l'autre côté avec soit 100% de matière vierge, zéro de recyclé, soit un mix des deux, soit que du recyclé et pas de matière vierge. Et du coup, en fait, très souvent, cette matière-là, elle ressort pas au contact alimentaire, mais toi, si tu viens dire j'achète tant de tonnes de matière, en fait, pour financer la filière, tu peux dire que ton emballage, il est en matériaux recyclés attribués, parce que du coup, tu as payé en fait la chaîne
pour que quelque part dans cette chaîne de production, ta matière, enfin ton équivalent de tonnes de matériaux soit en matière recyclée. Donc ça, c'est ce qu'on commence à voir, mais c'est pas vrai en fait. C'est pas recyclé dans les faits dans l'emballage. Le process qui sépare les deux matières, alu plastique, et j'imagine qu'il est plus coûteux que ce soit un investissement, mais aussi d'un point de vue opérationnel ou pas particulièrement. Non. En fait, ça dépend des débouchés. Si ils ont eu une demande à la base d'avoir les deux matières séparées, ils ont investi dans une capacité qui sépare les deux. S'ils ont eu une demande pour avoir une seule matière, ils ont investi dans une capacité qui a les deux. Mais il n'y en a pas un qui est reconnu comme étant plus coûteux que l'autre. Par contre, ça nécessite, par exemple, si tu avais les deux sur ton marché, bah, ça nécessite 2 fois plus, voire 3 fois plus de travail de valoriser la matière, parce qu'au final, tu as du polyal, de l'aluminium et du PE. Mais tu vois, là, on travaille à retirer la barrière aluminium de nos emballages. Du coup, demain, les circuits de recyclage qui ont une matière à la fin qui est un mélange de plastique et d'aluminium, il faut qu'on s'assure qu'en retirant la barrière aluminium, ils puissent quand même toujours utiliser le circuit de recyclage. Parce que si tu viens mettre une autre matière dedans, un autre type de polymère, par exemple, c'est pas dit que ça se traite de la même façon que l'aluminium. Si tu retires complètement l'aluminium, est-ce qu'ils ont la capacité de traiter que le PE qui arrive? Donc ça, c'est aussi des questions sur lesquelles on se positionne pour, nous, à notre niveau, dire, OK, si on change nos emballages, il faut toujours qu'ils restent recyclables. Parce que c'est facile, en fait, de changer ton emballage. En vrai, tu vois plein de trucs parfois qui te disent, on a fait une bouteille en carton, on a fait un truc comme ça, on a fait des emballages à base de champignons. Mais si tu peux pas la traiter à la fin, en fait, ça sert à rien de la mettre au début sur le marché. C'est comme les bouteilles là, de PLA, les petites bouteilles de jus qui te disent biodégradable. C'est pas du tout biodégradable. En fait, c'est biodégradable dans des conditions industrielles énormes et sur lesquelles on n'a pas les capacités aujourd'hui. Donc, en fait, partir sur une solution comme ça, c'est vraiment dommage parce que tu es quasiment sûr que ton produit, à la fin, est fini à l'incinération. Merci.